Imaginez un matin à Bamako, les stations-service vides ou débordées, les taxis refusant de circuler, des parents angoissés qui ne savent plus comment leurs enfants se rendront à l'école et un gouvernement qui, face à l'urgence, ferme toutes les écoles pour au moins 2 semaines. Bienvenue au Mali d'octobre 2025, où une crise politique, sécuritaire et économique se nourrit mutuellement et pose la question: jusqu'où la transition militaire peut-elle durer avant de s'effondrer? D'un côté, la junte dirigée par Assimi Goïta, arrivée au pouvoir après les coups d'État de 2020 et 2021, affiche sa détermination à prolonger son mandat et à remodeler les institutions. Une nouvelle charte lui accorde un mandat de 5 ans renouvelable, sans visibilité réelle sur la tenue d'élections démocratiques. Cette manœuvre n'est pas qu'un ajustement constitutionnel. Elle est perçue par de nombreux observateurs comme un virage vers un pouvoir de plus en plus autoritaire. Le paysage politique a été bouleversé. Les partis officiels sont suspendus, leurs activités empêchées ou dissoutes, les voix de l'opposition réduites au silence. Résultat, l'espace de contestation se restreint, la société civile se heurte à un mur de plus en plus épais. En parallèle, la menace djihadiste incarnée par le groupe Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslima, JNIM, gagne en puissance. Début septembre 2025, il déclenche un blocus sur les importations de carburant, notamment à destination de la capitale, ciblant des dizaines de camions-citernes, provoquant pénurie et chaos dans la logistique, l'économie et même l'éducation. Ces attaques ne sont pas de simples actes de violence isolés. Elles relaient d'une stratégie économique et symbolique pour remettre en cause l'autorité de l'État et démontrer que l'insécurité ne touche pas que les zones périphériques. Les rues de Bamako montrent désormais l'évidence d'une gouvernance en tension. Files interminables aux stations-service, montée des prix, panne d'électricité, transport incertain. Le gouvernement pactise par moments avec des acteurs locaux pour négocier des cessations d'hostilité. Mais ces arrangements sont souvent vus comme des reconnaissances implicites de l'autorité des groupes armés dans certaines zones, ou du moins de leur capacité à imposer des conditions. À cela s'ajoute une diplomatie marquée par des choix tranchés. Le Mali se rapproche de la Russie, abandonne progressivement certains cadres régionaux ou occidentaux et répond vigoureusement aux décisions qui lui semblent porter atteinte à sa souveraineté. Exemple, en réaction à une décision des États-Unis d'imposer des cautions élevées pour les visas aux ressortissants maliens, Bamako exige à son tour de 4 300 à 8 600 € de caution pour les citoyens américains en visite. Ce geste diplomatique peut paraître symbolique, mais il reflète un climat de défiance croissante et un isolement progressif, même si celui-ci constitue un risque lorsqu'une nation fragilisée par la guerre doit mobiliser des partenaires. Alors, que tirons-nous de ce moment particulier? D'abord, un pays peut être puissant militairement ne l'est pas forcément politiquement. Lorsque l'autorité d'un gouvernement repose avant tout sur la force et la prolongation du pouvoir plutôt que sur le consentement populaire, le tissu social commence à se déchirer. Ensuite, l'économie est un maillon faible dans les situations de conflit et transition. Une perturbation logistique, juste un camion de carburant attaqué, peut déclencher effondrement de nombreux secteurs, de l'éducation à la santé en passant par la production. Enfin, gouverner un pays sous pression djihadiste ne peut pas signifier que les libertés publiques sont suspendues pour cause de sécurité. Le vrai défi consiste à réconcilier exigence de sécurité, participation citoyenne et retour à une gouvernance crédible. La morale à retenir. La stabilité ne consiste pas seulement à tenir le pouvoir ou à repousser des ennemis extérieurs. Elle se construit quand les citoyens retrouvent voix et place dans la marche du pays, quand les écoles peuvent ouvrir sans crainte et quand les camions-citernes passent sans être incendiés. Si on perd la participation et l'espoir, on perd tout. Et vous maintenant, que pensez-vous de la situation au Mali? Croyez-vous encore à un véritable retour à la démocratie dans les années à venir? Laissez un commentaire, donnez votre avis et pensez à vous abonner pour suivre les prochaines analyses.